tout le monde. Bonsoir. Bon, je vois bien que nos étudiants sont de moins en moins ici, là. C'est le temps des sucres. Hein? C'est le temps des sucres. Ah oui. Ils font du sucre à la campagne. Ah, c'est ça. Oui. Ah, pour le jeudi saint, c'est ça? Ouais. Oh, non. Et aussi, sont diffusés sur Internet maintenant. Bon. Alors, la dernière fois, je crois que on a fait le tour essentiellement, je vais être bref, sur le concept d'empire, justement pour décrire ce que j'ai appelé l'empire américain, parce qu'il y a tout un débat sur ça à partir du travail d'Antonio Negri et Michael Hart sur l'empire. Donc j'ai essayé de formuler quelques critiques à ce qu'ils avançaient dans leur approche, parce qu'ils parlaient d'un empire décentré, c'est-à-dire qui n'a pas de centre d'hégémonie, de décision. Ils parlaient également qu'à la tête de cet empire, il n'y a pas d'État-nation, donc il n'y a pas l'Amérique, c'est les multinationales. Et donc les portes sont ouvertes, quoi. Ça rentre et ça sort. Et troisièmement, que cet empire n'a pas de frontières, également. Et quatrièmement, c'est un empire qui correspond à l'ère du postmodernisme. Alors que les anciens empires, par exemple les plus proches, l'Empire français ou l'Empire britannique, appartenaient déjà à l'ère moderne, qui est révolue, d'après eux. Donc, on a fait le tour de tout ça, je ne vais pas reprendre les arguments, et on a dit que tout ce questionnement autour de l'Empire n'est pas innocent de ma part, parce que c'est à partir d'une question qui se pose actuellement sur la situation mondiale à la fin du règne d'Obama. C'est-à-dire, la question est la suivante. On constate, tous les observateurs qui sont concernés par des analyses politiques, ils constatent qu'il y a un recul des États-Unis à travers le monde, au moins dans sa politique extérieure, sa politique étrangère, à travers le monde. À l'ère d'Obama, on a condamné tous à un moment donné la folie guerrière de George W. Bush, qui était à tout prix va-t-en en guerre. On a tous applaudi Obama lorsqu'il a été élu, comme quoi il ne va pas faire les mêmes folies que l'autre, ou les mêmes dégâts. Et il s'est engagé dès le départ à se retirer de ces guerres qu'il a héritées, de ce conflit qu'il a hérité, notamment de l'Afghanistan et de l'Irak. Et voilà qu'il y a d'autres guerres qui s'annoncent là, et qui remet en question sa politique de repliement, disons, et sa politique qui s'est avérée finalement pacifiste, c'est-à-dire c'est un gars pacifiste fondamentalement dans sa conception des relations internationales. Ce qui est bien et mauvais, ça dépend de quel point de vue on aborde la chose, c'est-à-dire que ça dépend des partenaires aussi. Et donc, la question qui se posait pour nous, pourquoi on a fait cette recherche sur l'Empire, est-ce que ce recul de l'influence des États-Unis comme superpuissance dans beaucoup de dossiers à travers la planète, c'est dû
à un déclin de l'Empire américain, ou bien c'est la faute de l'administration actuelle. De deux choses l'une, c'est-à-dire, ou bien on dit bye-bye l'Amérique avec sa suprématie à travers la planète qui faisait la pluie et le beau temps, ou bien on dit que non, l'Empire, il est là avec toute sa puissance, il n'a rien à comparer, par exemple, dans sa puissance militaire et technique, avec le petit empire de Poutine qui sévit actuellement sur la scène internationale, alors qu'il a des problèmes économiques chez lui. Si donc cet empire n'est pas en déclin, on est en droit de questionner l'administration actuelle dans sa philosophie, dans sa conception du monde. Et essentiellement à deux niveaux. Puisque justement, à la fin de son mandat, M. Obama a livré le fond de sa pensée dans des longs entretiens avec un journaliste proche qui s'appelle Goldberg et qui ont été publiés. J'espère que vous l'avez eu, le texte que je vous ai envoyé de Obama. Il est volumineux dans le Atlantic Monthly. C'est pas le... Toi, tu m'as envoyé des extraits. Et là, je vous ai envoyé le texte intégral, qui fait dans les 90 pages, une centaine de pages, quoi. Donc, il a tout étalé, si vous voulez, le fond de sa pensée, de sa philosophie, comment il conçoit le monde actuel, la guerre et la paix, etc. Donc c'est intéressant, et parce que ça a suscité beaucoup de polémiques à travers le monde. Ne serait-ce que dans le monde arabe, je peux vous assurer que tous les médias arabes, depuis cette entrevue-là, ne parlent que de ça, la polémique là. Chacun essaye de se mesurer à Obama pour lui taper dessus, pour dire « tu aurais dû nous dire ça avant, là ». Bon. Et donc, avant d'en arriver là, il y a une hypothèse qui circule, comme quoi le point le point essentiel dans la position de Obama serait ce qu'il a effectué comme volte-face par rapport à la Syrie. Justement, en été 2013. C'est ce qu'on a appelé à l'époque la fameuse ligne rouge de Obama, qu'il a tracée au régime syrien à ne pas franchir, à savoir se servir des armes chimiques contre ses propres citoyens. Et là, Obama était très clair. Et donc, tout le monde, si on revoit actuellement la polémique que ça a suscité, l'affaire d'Obama, tout le monde parle de cet événement-là pour dire qu'il y a eu changement. Même Obama lui-même, si il ne se sent pas fautif du tout, là, et on va voir pourquoi, parce que il commence par ça, c'est incroyable. Il est en train d'expliquer sa vision du monde, et il commence par la journée du mois d'août où il a évité d'aller en guerre en Syrie. Et il en est fier, c'est-à-dire ce que ses adversaires lui reprochaient comme étant son point faible dans sa politique étrangère, lui, il met un point d'honneur là-dessus, comme quoi, voilà, il avait raison sur toute la ligne, malgré que tout son entourage, comme on va le voir dans le texte, était contre. Il les a surpris avec cette décision. Même Kerry, qu'on voit actuellement souple et tout, était un défenseur
acharné pour une intervention musclée en Syrie, après l'affaire des armes chimiques. Sa conseillère de la sécurité nationale, Susan Rice, pareil, elle avait la même attitude. Avant elle, Hillary Clinton, une des raisons de sa démission, c'était justement qu'elle lui a proposé plusieurs plans pour répondre à l'arrogance du régime syrien, et il n'a pas voulu. La fameuse ambassadrice des États-Unis à l'ONU, Samantha, comment il s'appelle, Samantha, je vais voir tout à l'heure, on va... Samantha Power. Hein? Power. Samantha Power. Elle était très enthousiaste pour une intervention, d'autant plus qu'elle elle considère que si elle a rejoint l'équipe de Obama, c'est à son initiative à lui, parce qu'il était admirateur du fameux bouquin qu'elle a sorti à partir de sa thèse de doctorat à Harvard, je crois, Problem from Hell, et qui consiste à critiquer tous les présidents des États-Unis, avant Obama évidemment, pour avoir raté ou pour avoir échoué à prévenir des génocides, et de conclure dans cette thèse comme quoi une grande puissance comme les États-Unis a une responsabilité morale, indépendamment de la souveraineté de tel ou tel pays. Lorsque un pays se met à gazer sa propre population, on est en droit d'intervenir, au nom de l'humanité, au nom de la puissance, au nom de tout ce que tu voudras. Et donc, à un moment donné, en le confrontant dans des réunions à la Maison-Blanche avec ses arguments, il a fini par la faire taire. On lui dit « Bon, Samantha, tu te tais, là j'ai déjà lu ton bouquin. Foutez-moi la paix, quoi. » Et donc tout son entourage était, à part son chef de cabinet de la Maison-Blanche, un certain Mac Druno, qui lui était réticent par rapport à une intervention. Il y avait un autre ancien, mais il n'était pas dans l'équipe actuelle, c'est un ancien expert qui lui a dit que on fera mieux de sortir des deux guerres précédentes avant de se lancer dans une troisième. C'est le seul qui avait des réticences, si vous voulez, par rapport à une intervention en Syrie, ne serait-ce que pour respecter la mise en garde du président des États-Unis. Lorsque tu donnes une mise en garde à tel ou tel dictateur, comme quoi il y a une ligne rouge à ne pas franchir, et l'autre essaye de jouer avec le feu pour te tester, ou bien tu lui tapes dessus, ou bien tu fais semblant de ne pas le voir, quoi. Donc, il y a la crédibilité aussi d'une grande puissance dans ses responsabilités à travers la planète. Donc, tout le monde part, même Obama, d'un changement. C'est-à-dire, Obama considère que ce jour-là, il s'est libéré. Le jour où il n'a pas pris la décision d'attaquer Assad, il s'est libéré de ce que lui appelle la politique traditionnelle des États-Unis. Je suis soulagé, quoi. Et il bâtit une théorie sur ça. C'est-à-dire, au lieu de faire dans une autre tradition, ce qu'on appelle une autocritique, non, il fait son point de force, là, de doctrine. On a appelé ça doctrine Obama. Et pour voir si c'est tellement nouveau, cette doctrine, parce qu'il y a des points essentiels, j'ai divisé, moi,
où j'ai fait la part des choses à partir de cette entrevue de Obama entre ce que j'ai appelé la doctrine Obama, d'une part. Il y a 2 ou 3 points qui rentrent dans la doctrine, si on peut parler de doctrine. Et deuxième chose, l'orientalisme de Obama, c'est-à-dire la façon dont Obama effectue une lecture des autres pays du monde ou du reste de l'humanité, comment il voit les Arabes, comment il voit l'Asie, comment il voit Poutine, comment il voit l'Europe, etc. C'est intéressant. Et donc, l'essentiel de ce virement, si vous voulez, c'est que dans le monde arabe, au moins, comme on l'a vu, à majorité sunnite, on a considéré que Obama est sorti, d'où le mot de volte-face, de ses alliances habituelles avec des régimes sunnites pour faire l'alliance avec un régime chiite qui s'appelle l'Iran. Et que les États-Unis n'ont pas arrêté les 20 dernières années de nous dire quotidiennement que c'est l'axe du mal. C'est le foyer du terrorisme. C'est comme ça qu'on était préparé à regarder a priori l'Iran. L'Iran des mullahs, non, pas l'Iran du Shah. Et donc, la question que je me pose, est-ce que ça date seulement de la période de Obama, ce rapprochement avec l'Iran, ou il a hérité de ça avant? C'est intéressant à savoir, parce que lorsqu'on dit que c'est lui qui est responsable de ça, ça veut dire que Bush, qui était avant lui, il n'a rien fait là dans cette affaire. Alors, un petit rappel historique là, sur les choses, comment ça se passe dans la vraie vie, en relations internationales. Avant le 11 septembre, on remonte chez Bush déjà, à l'ère de Bush, on n'est pas chez Obama. Et il y avait, ça c'est prouvé, on n'est pas là pour... je peux vous envoyer par courriel des documents à l'appui. Il y avait une alliance entre Al-Qaïda et l'Iran, au grand étonnement de tout le monde. Parce que Al-Qaïda est identifié dans ce qu'on a expliqué avant, si vous voulez, à tout ce qui est sunnite dans le monde arabe, alors que l'Iran, c'est le fief du chiisme. Or, à votre grand étonnement, je vois un peu que ça fait un peu ouvrir les yeux, il y avait une alliance en bonne et due forme. Il y a maintenant, on vient de sortir, après l'assassinat ou la liquidation de Ben Laden, la correspondance de Ben Laden, et qui explique ses rapports avec l'Iran. De longue date, ça ne date pas du 11 septembre, c'est avant. C'est intéressant. Et parce que, chose connue par exemple, avant d'aller se réfugier chez les talibans, Ben Laden, après le 11 septembre, il est passé par l'Iran à un moment donné. On oublie, on a la mémoire très courte. Là, on vient de découvrir également que les gens qui ont exécuté le 11 septembre sont passés par l'Iran également. Et l'Iran, pour faciliter leur tâche, ils voulaient passer par l'Iran pour aller en Afghanistan et venir à New York, ne tamponnaient pas leur passeport. Non seulement ça, c'est-à-dire que ça rentre dans une stratégie à l'époque où il y avait une théorie qui circulait, comme quoi
puisque notre ennemi commun, c'est les États-Unis, que les Iraniens appellent Shaitan al-Akbar, le grand diable. Donc on a intérêt, sunnites et chiites, à faire une alliance contre l'ennemi commun. Et donc, ça passait par des noms également. C'est pas gratuit. Par exemple, du côté iranien, un certain Imad Mirniyi, qui a été tué à Damas par le service, par le Mossad, à un moment donné, et qui était un leader militaire de Hezbollah et très proche des Iraniens, des gardes révolutionnaires iraniens, était l'officier de liaison avec Ben Laden. Et Ben Laden envoyait des militants faire leur entraînement militaire, soit en Iran, soit au Liban, auprès de Hezbollah. Tout ça, c'est avant le 11 septembre. Actuellement, on découvre aux États-Unis, et on nous sort ça maintenant en 2016, alors que le 11 septembre, ça s'est fait en 2001. C'est-à-dire 15 ans après, un tribunal américain a rendu un jugement demandant à l'Iran des indemnités pour les familles endommagées par le 11 septembre, autour de 10 milliards et demi, vu l'implication de l'Iran dans le 11 septembre. Si vous lisez ça dans le journal et vous n'avez pas le background des relations avant, vous n'allez pas comprendre. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous suivez? Intéressant ça. Et donc, il y avait ça avant le 11 septembre. Plus que ça, l'Iran, en même temps qu'elle a fait cette alliance avec Al-Qaïda à l'époque, on va voir la suite de ça. Lorsqu'on entend, par exemple, maintenant des voitures piégées ou des assassinats faits au Yémen au nom de Al-Qaïda ou au nom de Daesh, c'est bizarre. On n'a jamais visé les Russes, qui sont maintenant supposés être l'ennemi qui envahit la Syrie. Mais on se tape sur l'Arabie Saoudite et le gouvernement de Hadi, qui est de retour à Aden. Il n'y a jamais eu, par exemple, une opération suicidaire de Al-Qaïda du Yémen contre les Houssites pro-iraniens. C'est bizarre. L'esprit critique est là pour lire les journaux et lire entre les lignes. Ça fait 1 an que le gouvernement, ça fait 6 mois, que le gouvernement de Hadi, qui était en Arabie Saoudite, Hadi Abd Mansour, c'est le président du Yémen, qui a été chassé du pouvoir par les milices chiites pro-iraniennes, qu'on appelle les Houssites. Il s'est réfugié à l'Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite a fait la guerre pour le rétablir dans sa légalité au Yémen. 6 mois après, il a pu rentrer à Aden, qui a été libéré par l'aviation saoudienne et la résistance yéménite sur place contre les milices chiites. Arrivé au Yémen, Al-Qaïda et Daesh tapent sur le préfet de Aden, qui est pro-gouvernement. Mais jamais ils tapent sur la milice chiite. C'est une façon de poser la question. Chez qui ils travaillent ces gens et quels journaux ils lisent? Qui sont leurs ennemis d'après leurs journaux? Vous suivez? Si c'est une contradiction entre sunnites et chiites, eux ils sont sunnites là, et Al-Qaïda et Daesh. Pourquoi ils ne tapent pas sur les chiites iraniens et qui se trouvent massivement au Yémen en train de faire la guerre? Bon.
Une autre étape, une fois que Bush est en Irak, 2003, il a décidé que l'Irak, c'est le bobo après l'Afghanistan pour faire la guerre contre le terrorisme. On a vu la dernière fois quels arguments nous donnait son conseiller à l'époque, Paul Wolfowitz, pour justifier sa guerre en Irak. Et que ça ne tenait pas la route. D'une part, c'était pour les armes de destruction massive. Une autre blague, c'était pour les rapports que les Américains ont découverts à l'époque contre Saddam Hussein et Al-Qaïda. Et le troisième argument de Paul Wolfowitz, qui se vantait que c'est légitime de se servir du mensonge en politique, c'était de dire que nous, on est allés en Irak pour imposer la démocratie, parce que c'était la dictature. Il a dit, mais ce n'est pas les dictateurs qui manquent dans la région. Pourquoi vous avez choisi l'Irak? Il y a quelque chose là qui cloche. Bref, là, on vient d'avoir un bouquin qui sort aux États-Unis de l'ex-ambassadeur américain en Irak, qui a vécu cette période, 2003 jusqu'à 2006, qui s'appelle Khalil Zadeh. Il est d'origine iranienne. Il nous décrit que déjà, il n'a pas attendu Bush qu'il soit en Irak pour que les Iraniens et les chiites lui applaudissent parce qu'il vient faire la guerre aux méchants sunnites Saddam. Et il y a eu des réunions avant, sous la table, au moment où Bush déclarait que c'était l'axe du mal. Ils se réunissaient quelque part à Genève, sous la table, comme quoi ils organisaient l'invasion déjà de l'Irak, directement avec les Iraniens. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ambassadeur des États-Unis en Irak à l'époque. Et donc, les Iraniens étaient prévenus. Vous voyez comment ils travaillent. D'une part, ils sont en alliance avec Al-Qaïda, et d'autre part, ça ne les empêche pas de faire l'alliance avec les États-Unis, sur les deux plans. Et ça s'est manifesté, ça s'est traduit, cette coopération, avant l'invasion de l'Irak. Déjà, les Iraniens ont encadré, parmi les réfugiés qui venaient de l'Afghanistan et qui sont d'origine chiite et qui sont venus s'installer en Iran, ils ont encadré tout ce monde-là et ils les ont envoyés avec des armes, avec des officiers iraniens, faire la guerre aux talibans sous le commandement de l'armée américaine. C'est ce qu'on a appelé à l'époque l'Alliance du Nord en Afghanistan. Ça, c'est connu. Et donc Bush, à l'époque, n'avait aucun problème à coopérer avec l'axe du mal, puisqu'il avait des priorités en Afghanistan, c'était les talibans. Voilà. Ça, c'est important. Et donc, beaucoup plus tard, c'est-à-dire 2006, l'armée américaine est toujours en Irak. Et donc, le pouvoir, c'est vrai qu'on s'est débarrassé de Saddam Hussein et du pouvoir sunnite, mais on n'a pas encore mis sur place un pouvoir chiite pro-iranien. Il y avait déjà un pouvoir chiite à cause des votes, puisque on a appliqué la démocratie numérique là-bas, et donc les gens sont allés voter. Et ça va comme ça, sont allés voter, et comme la population en Irak, c'est 65 à 70% de chiites de la population, et les sunnites
boycotté parce qu'ils considéraient que c'était des élections sous l'occupation américaine, alors qu'eux, ils faisaient la guerre à cette occupation, ben, c'est les chiites qui se sont emparés du pouvoir. Mais ça pouvait être un pouvoir chiite géré par Bush. Mais non, les Iraniens voulaient un pouvoir chiite qui travaille chez eux. Et déjà en présence de l'armée américaine. C'est ce que nous raconte Khalilzadeh lui-même. Il dit qu'en 2006, le premier ministre à l'époque s'appelait Al-Ja'fari, juste avant Nour al-Malki, était incolore inodore, c'est-à-dire il est bien avec les Iraniens, il est bien avec les Américains aussi. Donc ça n'arrangeait pas les Iraniens. Les Iraniens voulaient quelqu'un qui milite avec eux. Alors il propose aux Américains qu'ils les laissent faire et se débarrasser de Ja'fari pour faire venir leur homme à eux, qui s'appelle Nour al-Malki. Et celui qui était chargé de l'affaire, c'est un certain général iranien qui s'appelle Qasim Soleimani, qu'on va retrouver toujours, on va le retrouver en Syrie actuellement, en Irak, qui a une très haut placé pour les gardes révolutionnaires et ce qu'on appelle Faylaq al-Quds, c'est-à-dire c'est lui le fabricant, la pépinière des milices chiites, et en Irak et en Syrie, et au Liban. Et celui-là rend une visite en Irak, sous la domination de l'armée américaine. Et il rentre dans la région qu'on appelle la région verte, à Bagdad. C'est très sécuritaire là-bas. Sans l'autorisation des Américains, il ne peut pas rentrer. Pour faire ses contacts et pour menacer Al-Ja'fari, pour lui dire « va te reposer ». Il est temps. Et on désigne, c'est lui qui désigne, avec l'approbation des Américains, Nour al-Malki, qui, lui, a gouverné pendant 8 ans l'Irak. Et sa politique consistait à dire, à faire une politique à la Saddam Hussein, mais cette fois-ci, c'est contre les sunnites. C'est-à-dire Saddam Hussein était connu pour avoir persécuté les chiites. Maintenant que les chiites sont au pouvoir et les Iraniens derrière, lui, il n'a fait pendant 8 ans que persécuter les sunnites. C'était des atrocités. Avec des corruptions et tout le reste, ça a éclaté après. Bon. Et donc, en même temps, les Américains de Bush, on parle toujours de Bush, ont laissé Qasim Soleimani multiplier les milices chiites en Irak. Et lorsqu'on crée des milices chiites, ce n'est pas les Américains qui vont contrôler ça, c'est les Iraniens. Tu as des gens, des gamins là qui crient la païka ya Hussein. Qu'est-ce qu'il a à foutre un expert américain avec ça? C'est du surréalisme pour lui. C'est pas lui qui va contrôler. C'est l'Iran. Et ça, c'est actuellement les forces de frappe des Iraniens en Irak, qui s'appelle le Rassemblement chiite. Ça date déjà de l'époque. Rien de nouveau avec Obama. Là. Obama, il a hérité de ça, si vous voulez. Bon. Donc, pour ce qui est de Obama lui-même, il a été surpris, comme tout le monde d'ailleurs, avec le déclenchement du printemps arabe. Parce qu'avant ça, lorsqu'il a été élu, il s'est déplacé dans la région pour faire son fameux discours au Caire.
Et sa priorité à l'époque, c'était le dialogue entre Israéliens et Palestiniens. Il voulait absolument trouver aux Palestiniens un État viable et tout. Et même il a salué les Arabes en arabe, salam alaykum. Et ça les a excités à l'époque. C'est-à-dire qu'un président d'origine musulmane et qui vient chez eux, les chatouiller là sur le... Ils étaient... c'était le régal, quoi. Et donc, il était bien coté dans la région. Et tout d'un coup, éclate le printemps arabe. Déjà, lui, pour l'histoire, il n'a pas triché, il n'a pas fait volte-face. C'est quelqu'un qui est convaincu que la politique ne se fait pas avec des guerres. Il l'a dit, largement dit à plusieurs reprises, et même son élection, au début, était le contre-pied de Bush. Comme quoi Bush a impliqué les États-Unis dans des guerres inutiles, en Afghanistan et en Irak, et moi, Obama, je vous promets que je vais vous retirer de ça et il n'y aura plus de soldats américains à aller se faire tuer ailleurs. C'était dans son programme. Et donc, c'est quelqu'un qui était à l'origine, je dirais, qui appartient à une philosophie en relations internationales. Ça se discute. Ça peut plaire à beaucoup de monde, ça, comme quoi il est pacifiste. Mais lorsqu'on est à la tête d'un empire et entouré d'adversaires qui peuvent aller jusqu'à la guerre, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ou bien on se sert de sa puissance, ou bien on garde sa puissance pour Pâques, pour les grandes fêtes, quoi, qui viendront jamais. Alors, c'est pour dire que avec le déclenchement du printemps arabe, il n'avait pas, a priori, une position, comme tout le monde, de comment ça va se dérouler et voilà ma stratégie, etc. Et ça va à l'encontre de l'hypothèse que le printemps arabe a été déclenché, il y avait la CIA derrière. Il n'y avait rien du tout. C'est une façon d'expliquer l'histoire par la théorie du complot. C'est pas vrai, ça. Il y a des millions de gens qui sont réprimés par des dictateurs dans la région et qui en avaient ras-le-bol. Et à un moment donné, ça éclate. Voilà. C'est l'explication sociologique la plus simple. On ne va pas rentrer dans les détails de ça parce que déjà dans les autres conférences, j'ai analysé longuement la nature de ces régimes arabes qui ont mené au printemps arabe. Pourquoi les gens en avaient ras-le-bol. Bon. Donc, il était excité au début, avec le printemps arabe. C'est pas vrai que dès le départ, mais il y a des façons de s'exciter, c'est-à-dire, tu dis, tu es avec le printemps arabe, t'es pas toi une association curative, là, tu es une grande puissance. Tu as les moyens de faire valoir. Alors, à la fin de l'été 2011, il avait appelé pour le départ de Assad. Pourquoi à la fin de 2011? Parce que déjà le printemps arabe de la Syrie a commencé en mars 2011. La petite révolte de Daraa, les enfants qui ont été réprimés, etc. et tout. Et puis, on a passé 8 à 9 mois de révolution pacifiste, non violente, exactement comme la voulait Obama, selon sa philosophie. On voyait à la télé des gens descendre dans la rue et manifester.
contre la dictature de Assad. Et Bachar al-Assad tirait dessus, comme des brebis. Entre mars et septembre, la déclaration de Obama, il y a eu 5000 morts. Ce n'est pas une balade là de manifester, ce n'est pas le printemps érable là. C'est ça tire là. 5000 morts, c'est un chiffre. Et tout le monde disait, oui, continuez, soit pacifique votre révolution. C'est bien ça. Vous allez gagner l'opinion publique mondiale. On va au cinéma avec ça. Puisque le régime a bien fait savoir sa volonté dès le départ. Dès le début, il n'a pas changé une virgule, le discours du régime. Il a dit, c'est pas un peuple qui est en révolution, c'est des terroristes. Et lui, il est en bataille contre le terrorisme. Dès le début, dès le mars 2011. Là, Obama, il a dit, pour l'amour du peuple syrien, c'est Obama qui parle, le temps est venu pour le président Assad de se retirer. Mais Obama a fait très peu pour parvenir à la fin de Assad. Pratiquement, il n'a rien fait. Pourquoi? Il a résisté à la demande d'agir, en partie parce qu'il supposait, sur la base de l'analyse des experts américains, que Assad tomberait tout seul, sans son aide. Il pensait que Assad irait dans le sens de Hosni Moubarak, selon Denis Ross, un ancien conseiller d'Obama pour le Moyen-Orient. C'est intéressant ça. Hein? Là, on est plein dedans, de comment ça fonctionne dans sa tête. Après plusieurs mois de délibération, il a autorisé la CIA à former, à financer les rebelles syriens, mais il a également partagé les perspectives de son ancien secrétaire à la Défense, Robert Gates, qui avait régulièrement demandé à des réunions à la Maison-Blanche, ne devrions-nous pas finir les deux guerres précédentes avant de nous lancer dans une autre? C'est le seul qui était réticent. Et ça correspondait aux profondes convictions de Obama déjà. Et donc, lorsqu'il a décidé en 2012, après cette affaire, de former et à financer les rebelles syriens, il a bien précisé, je ne vais pas leur livrer des armes. C'est important. Qu'est-ce qu'il va leur donner alors? Des lunettes là, à regarder de près, ou des couvertures, et des choses comme ça. Là. On était bien conscient qu'on se dirige vers un affrontement avec le régime, et un affrontement militaire. Et lui, il prend position pour dire qu'il est temps pour Assad de s'en aller, de laisser le pouvoir. Et lui, il considère que ça va l'intimider à Assad, et il va dire bye bye, je cède ma place. Pourquoi? Je dis ici, c'était la même logique des révolutions des fleurs appliquées au monde arabe. Parce qu'il y avait un antécédent avant. Et là, la dernière conférence, on s'est arrêté justement devant les révolutions des fleurs, mais qui n'ont rien à voir avec le monde arabe. Qu'est-ce que c'est, les révolutions des fleurs? Là, c'est le titre. Révolte des fleurs et révolution de Baril. Baril, c'est le monde arabe. Les fleurs, c'est là-bas. Les ex-républiques soviétiques, là, qui se révoltaient pour en finir avec Moscou. Il s'agit au départ de dissiper quelques idées répandues à travers les médias, qui, par une facilité intellectuelle remarquable, font des rapprochements et des analogies simplistes entre les révoltes populaires qui secouent le monde arabe actuel et les révolutions de couleur ou révolutions des fleurs,
mouvements qui se sont développés dans les sociétés post-communistes de l'Europe centrale, de l'Europe de l'Est et d'Asie centrale. Ces analogies simplistes ne tiennent nullement compte, d'une part, de la différence de conjoncture internationale, juste après l'effondrement de l'Empire soviétique et la conjoncture internationale actuelle, et d'autre part, de la nature et de la sociologie politique des régimes respectifs arabes et ceux post-communistes de l'Europe de l'Est. Ça n'a rien à voir. Donc on ne peut pas partir d'une recette et l'appliquer partout pour dire que voilà une révolution non violente qui a réussi, ça doit réussir au Yémen, ou ça doit réussir en Syrie, ou chez Kadhafi. On va voir. Les partisans de ces révoltes ont pour la plupart usé d'une résistance non violente pour protester contre des gouvernements vus comme corrompus et autoritaires et pour promouvoir la démocratie et l'indépendance nationale, principalement vis-à-vis de Moscou. Ces mouvements ont adopté une couleur ou une fleur comme symbole de leur mouvement et ils étaient caractérisés par le rôle important d'organisations non gouvernementales et particulièrement d'activistes étudiants dans l'organisation d'une résistance non violente. Certaines de ces révoltes non violentes ont été des succès, comme celle de Serbie en 2000, soutenue par le mouvement de jeunesse Otpor, qui veut dire résistance, et qui conduisit à la chute de Slobodan Milosevic. La révolution des roses en Géorgie, soutenue par le mouvement de résistance civique Khmara et contestant les résultats des élections de 2003, conduisit à la chute d'Edouard Shevardnadze et son remplacement par Mikhail Saakashvili. La révolution orange en Ukraine, soutenue par le mouvement Pora, conduisit à l'annulation du résultat des élections présidentielles de 2004 et imposa le leader de l'opposition, Viktor Yudtchenko, à la place de Viktor Yanukovych. Bien que plus violente que les précédentes, la révolution de Tulip de 2005 à Kirghizistan, soutenue par le mouvement de résistance des jeunes Kelkel, contestait les résultats des élections de 2005. En Moldavie, à la suite de la victoire des élections législatives du Parti des communistes le 7 avril 2009, l'opposition accusa ce dernier de fraude et appela les habitants à se révolter. Des troubles éclatèrent dans la capitale, des manifestants défilèrent, incendièrent le Parlement et allèrent jusqu'à appeler au rattachement du pays à la Roumanie voisine. À chaque fois, des manifestations massives dans les rues, suivant des élections contestées, entraînaient le départ d'un leader considéré comme autoritaire et non démocratique, mais qui n'a jamais décidé, comme les leaders arabes actuels, de brûler le pays avant de partir. C'est intéressant. Pourtant, certains analystes n'ont pas manqué de rapprocher ces révolutions de couleur post-communistes de certaines révoltes avortées au Moyen-Orient. Par exemple, la révolution du Cèdre au Liban, suite à l'assassinat du premier ministre sunnite Rafiq Hariri, qui conduisit au retrait momentané des troupes syriennes du pays qui ont cédé la place à l'armée de Hezbollah. La révolution bleue fut le nom utilisé par certains en référence aux manifestations au Koweït pour soutenir le droit de vote des femmes en mars 2005. La révolution verte fut le nom utilisé par certains journalistes occidentaux pour désigner les protestations iraniennes contre la réélection frauduleuse du président iranien Mahmoud Ahmadinejad. Les écrits de Sharp, Jenny Sharp, c'est le théoricien de cette affaire, sur la résistance civile, surtout son livre « Les politiques de l'action non violente », ont constitué pour certains activistes et politiciens une recette applicable à toute situation de changement à travers le monde.
Il a même été surnommé parfois le Clausewitz de la guerre non violente. Voilà. Donc, à mon avis, en 2011, avant que Obama ne prenne la décision ou ne signifie à Bachar al-Assad qu'il doit aller se reposer parce qu'il a fait trop de morts, son schéma à lui, et il nous le dit, c'est un de ses proches qui nous a dit qu'il était convaincu que Bachar al-Assad va tomber tout seul. Et comme les révolutions de tulipes, quoi. Les révolutions dans les pays post-communistes. Ou comme c'était le cas et de la Tunisie et de l'Égypte, de Hosni Moubarak, au début. Mais et c'est là où je questionne, moi, l'orientalisme américain, comment il est en train de lire la nature de ces régimes. C'est-à-dire, c'est vrai qu'en Égypte, Hosni Moubarak est parti vite avec très peu de dégâts comparé à Bachar al-Assad. Il y a eu moins que 1000 morts dans l'affaire. Alors que là, on est rendu à 300 000 et quelques là, en Syrie. Et dire qu'il est tombé tout seul, c'est pas une façon de lire l'Égypte. C'est méconnaître quelle était la position de l'armée et quelle était la position des frères musulmans, chose qu'on va voir après. Et puisque Hosni Moubarak, il n'est pas parti de bon gré, il a eu recours à l'armée pour réprimer la révolte, au même titre que les autres dictateurs. Mais c'est l'armée qui avait ses propres calculs. On dit, non, tu te brûles tout seul. Et notre heure à nous n'est pas arrivée pour gouverner. C'est ce qu'ils ont fait après. Donc dire à l'époque que Hosni Moubarak est tombé tout seul, c'est rien connaître, malgré mes respects pour les experts américains d'Obama, rien connaître à l'Égypte. Ça n'explique pas ce qui se passe actuellement en Égypte. Pourquoi Sisi est là? C'est essentiel, une chose pareille. Dire que Bachar al-Assad va tomber tout seul, selon le schéma de l'Ukraine ou d'un pays post-communiste, c'est aussi ne rien connaître à la nature du régime, qui est prêt à détruire le pays et ne pas céder le pouvoir. La preuve, actuellement, il n'y a plus de ville en Syrie, il n'y a plus de rien qui tient. Et si ces experts n'ont pas bien analysé à qui ils ont affaire, ça donne des catastrophes en politique étrangère, surtout lorsqu'on a une responsabilité morale et politique en tant que superpuissance. Alors, là, on arrive à ce qu'on appelle la doctrine Obama. De l'hésitation d'Obama à sa thèse rétroactive de renoncer à toute guerre. Et donc, ce qu'il raconte là à l'Atlantique, dans ses entrevues au journaliste Goldberg, c'est que il a une théorie contre la guerre en tant que telle, dans son rapport à la politique. Ça, c'est nouveau. Ce n'était pas le cas avant. C'est-à-dire, avant, il était pour une petite guerre là, qui peut lui débarrasser d'un certain dictateur ou qui a abusé et qui a tué beaucoup de gens, sans impliquer les États-Unis. En gros. La preuve, c'est qu'il a essayé de s'impliquer. Lorsque tu donnes les ordres à la CIA, dans un pays comme la Syrie, d'aller former des rebelles contre Assad, ce n'est pas des scouts là, c'est des gens qui risquent de tirer contre le régime. Donc, d'une certaine façon, tu te mouilles. Tu n'es pas en principe contre toute guerre.
Tu es contre une guerre qui peut coûter des soldats américains. Il n'est pas en même temps contre les guerres de drones, par exemple. C'est bizarre, parce qu'en même temps qu'il ne veut pas impliquer les États-Unis dans des guerres et multiplier ces avions sans aviateurs là au Yémen, il avait carte blanche de taper quand il voudra avec l'ancien régime. Et partout ailleurs, là, c'est pas seulement là-bas. C'est une forme de guerre, là. Non, ça tue des gens, là, il y a du sang. Mais l'Américain est à l'abri. Il n'est pas concerné. Non. Donc, de l'hésitation d'Obama à sa théorie rétroactive de renoncer à toute guerre. Pourquoi Obama est-il fier de ne pas avoir frappé Assad en 2013? Là, on retient des faits, essentiellement. C'est-à-dire, comment ça s'est passé, c'est-à-dire ce qu'on a expliqué comme étant volte-face. Kerry, comme Obama lui-même, ça s'est inspiré de l'entrevue de Obama lui-même, a été horrifié par les péchés commis par le régime syrien dans sa tentative de réprimer une rébellion de 2 ans. Dans la banlieue de Damas, Al-Ghouta, une région qui s'appelle Al-Ghouta. 9 jours plus tôt, l'armée de Assad avait assassiné plus de 1400 civils avec du gaz sarin, on dit, ou sarine? Sarin. Le fort sentiment intérieur de l'administration Obama était que Assad avait gagné la punition terrible. Dans les réunions, situations de la Chambre qui ont suivi l'attaque de Ghouta, seul le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Denis McDonough, a mis en garde explicitement contre les dangers de l'intervention. John Kerry a soutenu avec véhémence l'action en Syrie. L'actuelle ambassadrice américaine aux Nations Unies, Samantha Power, qui est parmi les conseillers principaux d'Obama, la plus enthousiaste pour une intervention en Syrie, avait fait valoir tôt qu'il faut armer les rebelles de la Syrie. Power, qui au cours de cette période a été au service du Conseil de sécurité nationale, est l'auteur d'un livre célèbre critiquant les présidents américains précédents pour leur échec à prévenir les génocides. Son livre est Problem from Hell, publié en 2002, a attiré Obama à Power alors qu'il était au Sénat des États-Unis, bien que les deux n'étaient pas de la même tendance idéologique. Power est une partisane de la doctrine connue sous le nom de responsabilité de protéger. Intéressant. Qui soutient que la souveraineté ne doit pas être considérée comme inviolable quand un pays massacre ses propres citoyens. Il y a une responsabilité éthique là, par rapport à une grande puissance. La réticence d'Obama frustrait Power et d'autres dans son équipe de sécurité nationale qui avaient une préférence pour l'action. Hillary Clinton, quand elle était secrétaire d'État d'Obama, a plaidé pour une riposte rapide et autoritaire à la violence des Assad. En 2014, après avoir quitté ses fonctions, Clinton a déclaré que le chèque pour aider à construire une force de combat crédible des gens qui étaient à l'origine des manifestations contre Assad a laissé un grand vide que les djihadistes ont rempli. Et elle reprend ça, ce même argument, dans son bouquin qui est sorti après sa démission. Voilà. Donc, on arrive à ce que Obama a appelé la doctrine Obama. La doctrine Obama,
j'ai essayé de trouver 3 ou 4 points qui justifient une doctrine. Comme on dit, doctrine Eisenhower, doctrine Monroe, etc. C'est un grand mot, la doctrine. C'est comme s'il faisait une nouvelle philosophie. Alors, on voit bien ici de quoi il s'agit. Le moment où Obama a décidé de ne pas appliquer sa ligne rouge et bombarder la Syrie, il a rompu avec ce qu'il appelle par dérision le Playbook Washington. Ce fut son jour de la libération. C'est lui qui le dit. Donc, c'est lui qui focalise sur cet événement, c'est-à-dire ce qui est considéré actuellement chez beaucoup d'analystes à travers le monde comme étant le point faible d'Obama, à savoir qu'il a hésité et il a induit les gens en erreur, comme quoi il va en guerre contre Bachar al-Assad, et puis il a changé d'avis à la dernière minute. Lui, il fait de ça un point de gloire. Et il bâtit là-dessus. Comme quoi, c'est ce jour-là où il a pu faire valoir auprès de ses conseillers qui étaient partants pour une intervention, pour mettre un terme à cette comédie syrienne, qu'il a fait valoir sa profonde conviction, qu'il a toujours dit par des bouts, des petits bouts. Et cette fois-ci, il a pris la position ferme, comme quoi il est anti-guerre en politique. C'est une thèse qui se discute. Ça existe comme argument. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur ça. Et nous, on a commencé cette série de conférences par une hypothèse qui va à l'encontre de ça, malheureusement. Malheureusement, soit pour moi, soit pour Obama. Mais moi, au début, le fil conducteur de toute cette série de conférences, comme quoi la politique est à l'origine un acte de guerre. Vous vous rappelez de ça, le background théorique. J'essayais de faire la lecture et du monde arabe à travers ça, et des relations internationales. Ça ne veut pas dire que lorsque tu es une grande puissance, tu as une petite bombe atomique dans la poche de quelqu'un qui te dit bonjour, tu lui lances ça à la figure. C'est pas ça. Il y a la force de dissuasion. C'est-à-dire, tu es une grande puissance, c'est pas pour rien. Pour faire valoir ta volonté ou tes principes. Ou pour protéger des gens que tu considères qui sont lésés. Si tu n'arrives plus à avoir ce devoir moral de protéger des peuples, on va jouer à autre chose. C'est l'hypothèse, on est parti de ça. Et lui, il est en train de généraliser, il n'est pas en train de dire je suis seulement contre la guerre, contre Assad. Il avance un argument théorique là-dessus. On peut le discuter sur ça. Comment faire de la politique dans une région où il y a plein de blindés et d'avions et des injustices et tout, là. Tu fais quoi? Lui, il est convaincu. Il soutient ce premier argument par un second, toujours dans la même entrevue. La chute des bombes sur quelqu'un pour prouver que vous êtes prêt à larguer des bombes sur quelqu'un est à peu près la pire raison d'utiliser la force. Donc c'est une conviction profonde. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une doctrine? Oui, pour ces deux arguments, ça peut être une doctrine en relations internationales, comme quoi le principe de la non-violence peut résoudre les problèmes du monde. Ouais. Mais l'expérience historique a montré que c'est pas comme ça que ça se passe. En toute modestie, c'est-à-dire toute l'expérience de la guerre froide pendant X années, après la période
Kissinger, la période de Brzezinski. On a passé en revue comment les différentes philosophies de la politique étrangère des États-Unis a traversé du réalisme à une politique étrangère idéologique, si vous voulez. Du temps de Bush, c'était plutôt idéologique. Mais on n'a jamais vu quelqu'un qui va nous dire que on ne va pas se servir de notre puissance à n'importe quel prix. Il définit dans l'entrevue quand est-ce qu'il peut intervenir avec ces fameux soldats américains prêts à les faire mourir ou à risquer leur peau. Il dit, textuellement dans l'entrevue, au cas où la sécurité d'Israël est menacée, par exemple, et même pour ce qui est de la bombe atomique de l'Iran, il considère que là c'est un argument de taille que la sécurité d'Israël peut être menacée avec une bombe atomique potentielle pour l'Iran. Sauf qu'il n'avait pas la même approche que Netanyahou. Netanyahou voulait s'en débarrasser par la force, alors que lui, il voulait s'en débarrasser par easy, à la douce, quoi, par les négociations. Et il considère qu'il l'a fait. Et le gars lui pose la question à propos de l'État islamique. Est-ce que c'est une raison suffisante pour te sentir menacé? Il dit non. L'État islamique, ISIS, ne constitue pas une menace existentielle pour les États-Unis. Le changement climatique est une menace existentielle potentielle pour le monde entier si nous ne faisons pas quelque chose à ce sujet. Et l'autre lui dit, mais auquel cas, si ce n'est pas une menace pour les États-Unis, pourquoi ça fait 1 an que tu tapes sur Daesh, sur l'État islamique en Syrie et en Irak? Il n'y a pas de réponse à ça, parce qu'il faut être conséquent. Si ce n'est pas une menace directe pour les États-Unis, et pourquoi les États-Unis se trouvent une raison morale pour aller faire la guerre à l'État islamique, pas aux États-Unis, mais ailleurs? Puisque jusqu'à maintenant, aux États-Unis, on a pris toutes les mesures nécessaires pour qu'il n'y ait pas des attentats sur le sol américain. Et ça, c'est une bonne chose. Et l'Europe est vulnérable. Est-ce que ça fait partie des soucis des États-Unis, en quel cas? Ou bien, je me tire tout seul, hein, chacun pour soi, quoi. Sauf qu'il peut. Alors, le 4e point, c'est la conséquence de ces points qu'on a vus là. Obama a fait le pari que le prix de l'action directe des États-Unis en Syrie serait plus élevé que le prix de l'inaction. Et ici, le terme de prix, pour qui? Il y a eu des critiques. Par exemple, il y a un gars qui a écrit dans le Atlantic Monthly aussi, une riposte à Obama, un certain Hoff. Je vous ai envoyé le texte. Il ne voit pas la chose de la même façon. Un autre, un Français de l'Institut politique de Saint-Guillaume, de Paris, a écrit un bon article aussi qui dit que il fait juste il présente des chiffres que entre la date de 2013, en août 2013, où Obama a dit qu'il va attaquer Assad, il y avait à l'époque en Syrie 150 000 morts. Seulement. Et là, on est en 2016, on est rendu à 350 000. Il a dit qu'au moins on aurait pu épargner 200 000 par simple
calcul arithmétique là. Dans la vie du peuple syrien, ça compte. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis, ça dépend pour qui. Le prix de l'inaction. Un autre prix de l'inaction, c'est que Poutine est devenu une superpuissance, avec peu de moyens là. Se balade dans la région. C'est Kerry qui le suit maintenant pour lui souhaiter un bon anniversaire. Et déclaration cynique de Poutine qui dit on est conscient que les États-Unis auront un rôle à jouer dans le dossier syrien. Ah ouais, il a le culot, voilà. Donc, voilà pour ce qui est de la doctrine. Maintenant, l'orientalisme d'Obama. Là, c'est une autre paire de manches.